Bonsoir et merci de votre fidélité à la télévision nationale. Sale temps pour les trafiquants de faux médicaments et autres petits sorciers de la criminalité pharmaceutique au Bénin. Le gouvernement a décidé de leur mener une guerre sans merci. Une date restera mémorable dans cette guerre, le vendredi 24 février 2017, qui a vu la destruction, le démantèlement des marchés réputés au cœur du trafic. Une date, mais aussi des chiffres records. 80 tonnes de médicaments saisis et plus de 100 arrestations. Le pouvoir en place veut donner un contenu à l'opération Pangea. Il veut aussi donner un sens à l'appel de Cotonou lancé en octobre 2009 lors du sommet initié par la Fondation Chirac qui lutte contre les faux médicaments. Ce soir, nous allons tenter d'aller au-delà de l'opération du 24 février pour voir quel type de dispositif faut-il mettre en place pour venir à bout du trafic des faux médicaments, comment rendre le bon médicament disponible partout au Bénin et à moindre coût. Nous avons invité ce soir pour cela le professeur Fernand Gbaguidi, directeur des pharmacies, du médicament et des explorations diagnostiques au ministère de la Santé. Bonsoir, professeur. Bonsoir, c'est marrant. Également sur ce plateau, Ernest Gbaguidi, professionnel de la santé représentant les consommateurs. Bonsoir, monsieur Gbaguidi. Bonsoir, monsieur le journaliste. J'ai donc deux Gbaguidi, mais nous avons également invité Henri-Charles Aïnadou, le président de l'Ordre des pharmaciens. Nous espérons qu'il va certainement nous rejoindre en cours de débat. Donc, bonsoir une fois encore, chers invités. Bonsoir. Et la première question au professeur Gbaguidi, le trafic de faux médicaments constitue-t-il un problème de santé publique au Bénin? Si, c'est un grave problème de santé publique. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle de faux médicaments, il faut le lire. Et donc, je voulais peut-être utiliser un jargon terre à terre pour que le peuple béninois comprenne. Il faut le voir en deux formes. Premièrement, le faux médicament, c'est défini en général comme un médicament où le principe actif n'est pas en quantité suffisante, inexistante, mal entretenu, ou bien en état de détérioration non utilisable pour l'humain. Ou bien le médicament, lorsqu'on l'a, on ne le garde pas dans de bonnes conditions, qu'à partir d'un moment donné, ce médicament commence par prendre des états qui n'est plus normal. Au Bénin et dans les pays sous-développés comme les nôtres, pas dans les pays où les Occidentaux, où ils ont tous les moyens de grand contrôle et d'accès chez eux, dans les pays comme le Bénin, il y a un circuit pharmaceutique selon la politique pharmaceutique de chaque État où l'entrée, le stockage, la distribution et les périmés sont gérés par une politique et contrôlés par un circuit donné. Lorsque vous n'êtes pas dans le circuit, vous êtes dans le marché illicite et tout ce que vous avez est considéré comme faux. Alors, est-ce que ça a des conséquences sur la santé? Mais beaucoup de conséquences. Parce que vous voyez, lorsque vous prenez une matière, une substance, elle est considérée comme telle, par exemple antipaludique ou antidiabétique, dans une condition donnée et un environnement donné. Lorsque les conditions et l'environnement changent, cette substance n'est plus apte à faire ce même travail. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous l'utilisez, ça va donner d'autres conséquences à la santé. Vous avez vu ces derniers temps le nombre, par exemple, d'insuffisance rénale que nous comptons dans les pays, les dérapages, les cas de dérapage, des médicaments utilisés sans effet, avec beaucoup d'autres effets collatéraux que vous connaissez. C'est une situation qui aggrave la santé publique dans notre pays. Vous le savez aussi, par le TV, vous avez dû interdire, par exemple, que les médicaments, certains médicaments à base de plantes ne fassent pas objet de publicité, simplement parce que ces gens vont vous dire que ça guérit 10 maladies, on va ou parler 25 de maladies, ça fait partie des faux. Mais absolument. C'est vrai que ça guérit 7 ou 8 maladies, mais la 9e maladie, vous ne savez pas, c'est les reins qui sont bloqués, c'est un autre problème de santé publique. Donc, en un mot, vous dites que les faux médicaments, c'est un grave problème de santé publique dans le pays. Et on a les conséquences lourdes que nous traînons aujourd'hui. On le voit, mais comment ça s'explique, monsieur Gbaguidi, qui représente les consommateurs, que 80%, j'ai lu les informations en faisant des recherches, 85% des Béninois s'approvisionnent quand même sur les marchés parallèles. Comment on peut l'expliquer? Oui, merci beaucoup. Je crois que... c'est le pouvoir d'achat, c'est ça? Bon, est-ce qu'il y a beaucoup de paramètres? Il y a le pouvoir d'achat, certes. Il y a la question d'information aussi. Il y a aussi, effectivement, le fait qu'on puisse permettre aux populations d'avoir accès facilement à ces faux médicaments.
Le professeur vient de l'expliquer, le médicament qui doit échouer au Bénin a un circuit. Et quand il sort de ce circuit, il devient un médicament illicite, par conséquent, un faux médicament. Parce que c'est un médicament qui est à risque, il n'est pas sécurisé. Et pendant longtemps, un peu comme les autres activités, il n'y a pas que le médicament, il y a d'autres secteurs où l'informel a pris du pas, surtout, et on prétexte toujours de ce qu'on n'a pas les moyens. Mais il a été démontré que c'est de l'illusion. C'est de l'illusion. C'est un médicament que nous qualifions d'accessible à bon marché. En réalité, quand vous observez bien et vous avez les informations, toutes les informations possibles, il n'y a que ce que je pourrais qualifier de placebo, seulement de l'amidon enroulé qu'on vend à un individu sous forme de médicament, ce qui pourrait acheter peut-être à 4 000, on lui vend de l'amidon à 2 000 et lui pense qu'il a acheté un médicament à bon marché. Si au finish, en réalité, il a acheté très cher, parce qu'il n'y a aucun principe actif, comme il a dit. Et quand vous observez, quand vous allez dire, moi, je suis un professionnel de la santé, vous allez dans les hôpitaux aujourd'hui, il y a tellement d'échecs thérapeutiques. Vous vous demandez, le malade qui doit faire peut-être 4 jours comme séjour à l'hôpital, le séjour est prolongé, il est obligé de faire 2 semaines, 3 semaines, parfois sans résultat. Parce qu'il a déjà utilisé des médicaments qui ont des doses non respectées et son organisme a développé une résistance. Je prends le cas des antibiotiques, par exemple. Donc, en réalité, comme il a dit, c'est un problème de santé publique. Il va falloir que, comme l'action a été déclenchée aujourd'hui, qu'on identifie effectivement toutes les faiblesses qu'il y a au niveau. Aujourd'hui, nous parlons de ceux qui sont au niveau des marchés. Mais attention, la lutte doit aller même dans les milieux supposés sécurisés. On va voir sur le net, il y a beaucoup de choses. En tout cas, on verra dans les sources. Avançons avec les concepts, parce que dans mon introduction, j'ai parlé de lutte contre les médicaments, les faux médicaments, mais j'ai utilisé aussi le terme de criminalité pharmaceutique. Je pense que ça ne signifie pas forcément la même chose. Ça signifie la même chose. En fait, les faux médicaments, ce n'est pas seulement un problème du Bénin. C'est un problème international, un peu comme la drogue d'ailleurs. Parce que vous savez, petit chiffre, je vous dis, lorsque vous faites une petite estimation, ce circuit au Bénin, simplement, est autour des 60-70 milliards de chiffre d'affaires. Donc vous voyez très bien que ce n'est pas les petites dames que vous voyez qu'on ramasse et autres là, en fait, qui font, donc c'est les C'est de grands réseaux. C'est un grand réseau, donc transfrontalier qui évolue donc dans tout le monde. Donc l'organisation de santé, avec les autres structures qui appuient tout ce qui est bien-être de santé et autres, là, ont mis sur place et à la tête l'Interpol pour lutter contre les faux médicaments, dont la criminalité pharmaceutique. Parce que ne regardez pas seulement les paracétamol, le haut dont nous parlons ici, il y a d'autres substances qui mettent des gens en état hors pour faire des activités, donc fuyant l'effet des drogues et autres, utilisent ces substances-là. En 2015, je pense que vous avez parlé ici longtemps de ce qu'on appelle du Rivotril, qu'on a dit qui arrive sur le marché. Ce sont des substances graves qui sont sous contrôle sécuritaire de chaque pays. Donc, la criminalité pharmaceutique rejoint la lutte contre les faux médicaments. Et bon, c'est ça, le Pangea que vous avez, ce que beaucoup ne comprennent pas. Voilà, que le Pangea, c'est une action donc, de l'Interpol, donc du ministère de l'Intérieur, pour appuyer le ministère de la Santé techniquement sur ce qui est faux médicaments, qui est organisé dans tous les pays. Et normalement, le cas du 24 février dernier que vous avez suivi devait être fait depuis 2016. On ne l'a pas fait parce que le gouvernement a estimé qu'il faut qu'on étudie, bien, on va arriver là-dessus, quelles sont les conséquences économiques, sociopolitiques et autres, parce que la décision de faire cette action a été prise depuis septembre 2016. 2016, bien sûr. Pendant ce temps, on nous a fait obligation de faire un certain nombre d'actions, on va arriver là-dessus, avant d'arriver à l'action que vous avez suivie en 2020. Donc, la criminalité, la lutte contre la criminalité pharmaceutique est une question transfrontalière et de sécurité dans chaque pays, dans ce groupe-là. Et donc, c'est ça qu'on a mis en œuvre, donc comme ce que vous avez vu le 24 passé. Et quand j'en viens justement à cette date du 24, on s'est rendu compte que Dantopa, qui a une image de grand marché international, avait une autre image, comme on dit, pile et face, c'est ce fameux dépotoir, dépôt de faux médicaments. Comment ça a pu rester comme ça pendant des années? Il y a des complicités? Donc, a eu ou avait, donc puisqu'il a... Dantopa avait déjà cette image. Oui. Non, il y a des complicités sans doute. Vous savez quels sont les nombres de dispositions mises en place pour éviter qu'il y ait des drogues dans les pays. Néanmoins, il y en a.
Donc, chaque fois que les gens pensent qu'il y a des interdits et surtout qu'il y a de l'argent derrière, les gens s'organisent et font tout pour que ça arrive. Il faut avouer que les années passées, avec les régimes passés, il y avait la sensibilisation de toucher à une population, d'éviter d'avoir toujours sa marge politique dans les grognes de la population. Il y a aussi que les acteurs du secteur ont fui ce secteur-là. Et il y a aussi, on va en parler peut-être, que les agents de santé eux-mêmes constituent des nids favorisant ces marchés-là. Parce qu'il Comment ça? y en a qui s'approvisionnent. Il y en a qui n'ont pas l'autorité. Un médecin ou bien un infirmier n'est pas pharmacien pour vendre dans sa poche, dans le centre donc, hospitalier de médicaments. Et ces gens-là ont des clients partout pour pouvoir le faire. Il y a aussi qu'il y a quelques failles dans le système de pharmaceutique, c'est-à-dire que les dépôts ne sont pas suffisamment répartis. Les pharmacies ne sont pas suffisamment réparties. Il faut bien noter qu'il y a des contrées où difficilement vous avez accès à ces produits de santé ou de pharmaceutiques directement proches de vous. Mais le marché parallèle s'est vite servi donc, de ces failles-là et a fait un certain nombre de choses. Peut-être qu'on va revenir là-dessus. Le Bénin, le gouvernement actuel est en train de prendre des dispositions sérieuses pour qu'on pallie à de ces genres de déficits-là, permettre à la population d'avoir facilement accès aux médicaments proches de lui à des coûts raisonnables. Alors, comment est-ce que le consommateur, le défenseur des consommateurs que vous êtes, a réagi à cette opération du 24 février dernier? Non, mais nous, on a applaudi cette opération qui a d'ailleurs mis du temps à venir. Vous savez, ça fait déjà beaucoup d'années que nous, on s'est lancé dans des campagnes de sensibilisation. On a poussé le gouvernement, évidemment, à prendre la mesure qu'il faut. Et ce qui a justifié notre coup de gueule, après l'appel de Cotonou, on a estimé qu'on ne va pas s'arrêter à un appel. Il y a des actions qui devraient suivre l'appel de Cotonou. Nous, on était irrités déjà quand même les acteurs, plutôt que de s'occuper de la sécurisation du secteur pharmaceutique, se sont lancés dans une guerre. On a observé la bicéphalie au niveau de l'ordre des pharmacies. Et certaines autres choses qui nous ont tout le temps irrités. C'est vrai que, comme il a dit, on a noté quand même que tous les gouvernements étaient frileux quand il faille mettre des mesures qu'il faut. Et ça s'explique par quoi? Non, mais vous savez, il y a des pouvoirs. Non, il y a des pouvoirs. Vous savez, quand il a dit c'est de l'argent. Qu'est-ce qui détruit qu'est-ce qui tient le système au monde? C'est l'argent. Ce que l'État perd même, parce que j'espère que le problème va le dire, ne voyez pas d'abord le fait que ces syndicats-là empoisonnent la population, mais ils s'enrichissent. Il y a un manque à gagner pour les pharmacies. Énorme pour la pharmacie et l'État. Et au prix même à la santé même des populations et des décès qu'on n'arrive même pas à évaluer. Donc ça veut dire que c'est un crime qui est très avancé. Nous, on a toujours dénoncé, effectivement, le cas de Datokwa dont vous avez parlé. Effectivement, la première fois où on a voulu, mais pourquoi l'État aussi peut accepter qu'un marché déjà se développe? C'est vrai que ces acteurs, quand ils ont voulu prendre leurs espaces au niveau des data, ils ont proposé une autre activité. Donc, ils n'ont pas dit directement qu'ils veulent vendre des médicaments. Mais à un moment donné, le secteur, effectivement, s'est étendu. Et vous voyez des gens, des cabinets illégaux qui viennent s'approvisionner. Parce qu'il a dit, si cette opération ne se fait pas accompagner d'autres actions, ou, tout à l'heure, j'avais dit, au niveau des milieux supposés sécurisés, je prends les formations sanitaires, où les professeurs de santé sont aussi des vendeurs de médicaments. Ils seront bientôt les clients potentiels de ceux-là qu'on est en train de chercher des marchés. C'est illégal, ça, non? Mais c'est illégal. C'est illégal. Un professionnel de la santé ne doit pas vendre. Tout à fait. Mais interrogez-vous des cabinets illégaux aussi qui n'ont pas pu avoir l'agrément pour aller faire l'approvisionnement à la CAME. Où est-ce qu'ils vont s'approvisionner? Ça veut dire que c'est les sous d'approvisionnement. Et il va falloir que l'État, très vite, envoie un audit au niveau des formations sanitaires, que ce soit ceux qui sont régulièrement autorisés et ceux qui ne sont pas autorisés, pour qu'ils nous disent le sous d'approvisionnement. Ça, c'est une information. Déjà, ceux qui ne sont pas autorisés ne devraient pas exister. Ne devraient même pas exister. Donc, c'est pourquoi il dit, je parle même du formel. Ils vont nous dire, ils vont nous prouver, effectivement, qu'ils vont s'approvisionner à des sources authentiques, sécurisées. Maintenant, ceux-là qui n'ont pas l'agrément pour ouvrir, c'est clair qu'ils ne peuvent pas aller à la CABE. Ça veut dire que leurs clients, leurs fournisseurs, c'est ceux-là. Maintenant, on doit faire fermer systématiquement. Si on ne veut pas que ceux-là, les gens quittent le marché et qu'ils gardent les produits par devant eux à la maison et qu'ils aillent approvisionner, ça veut dire qu'on aurait déplacé simplement le problème. Donc ça vous dit que la situation, elle est plus
préoccupante qu'on ne le pense. Monsieur le directeur, à écouter monsieur Baguidi de ma gauche, ça veut dire qu'il y a des structures officielles qui s'approvisionnent sur les marchés parallèles. Alors, je vois, Et c'est connu peut-être du ministère de la Santé. C'est marrant, je vois, parce que cette émission, si c'était un Baguidi qui était en face, je serais vraiment en position. Je vous remercie donc d'aider beaucoup à dire ce que je dois dire et les dispositions à prendre. Ça gêne beaucoup. Ça gêne beaucoup, comme vous êtes en train de dire, que des professionnels aillent dans ce marché parce que c'est des marchés qui sont considérés comme moins chers, enfin, de coûts meilleurs qui les permettent eux-mêmes d'aller faire leurs affaires, comme ils sont en train de le faire. Mais moi, j'allais plutôt vous dire quelles sont les dispositions qu'on est en train de prendre. Le ministre de la Santé, M. Alassane Sébou, a pris suffisamment de dispositions. Vous allez voir les jours à venir, d'autres 24. J'allais dire dans votre introduction, vous avez dit que c'était une journée inédite, vous en aurez beaucoup pendant ces 5 ans. Parce qu'on va s'attaquer sérieusement et sans merci à ces gens qui font ces activités. Vous allez faire quoi? Je vais vous dire, il y a des études qui ont commencé par rapport au cabinet de santé d'abord. Des études qui ont commencé, il a réuni tous les DDS la dernière fois, c'est de faire le point global de tout ce qui est structure de santé sur le territoire. Et de savoir exactement les activités qu'ils ont l'habitude de faire. Il y a des inspections, normalement, de santé qui se font, qui depuis un moment ne se font plus régulièrement, qu'il faut réactiver et savoir comment ça se fait. Normalement, lorsque le circuit formel existe à la direction des pharmacies, nous savons quelles sont exactement les quantités de médicaments qui arrivent dans le pays, comment ça se passe, parce que chacun qui apporte de médicaments autorisés est obligé, au bout d'un temps, de nous faire une déclaration par rapport au périmètre de ces médicaments. Et nous savons quelle est la quantité de médicaments injectés et c'est parti où ils ont l'obligation de le faire, ce que Dantopa ne fait pas. Et donc, vous voyez, pour rester bien dans le noir, on ne peut pas aller acheter certaines quantités comme ça dans les officines parce que vous êtes contrôlé. À partir d'une certaine quantité, vous ne pouvez pas l'avoir en tant qu'individu seul, on va vous poser des questions. Donc ces gens trouvent ces marchés-là comme des lieux favorables pour acheter des tonnes peut-être de médicaments. Mais parlant des pharmacies, est-ce que nous avons aujourd'hui la garantie que même les pharmacies, on a parlé de structure, mais on n'a pas dit, est-ce que même les pharmacies, on ne devrait pas s'interroger sur leur source d'approvisionnement? Pour le moment, je pense que c'est pour ça qu'on peut se dire pourquoi on a commencé par là. Il faut commencer la lutte quelque part. Les inspections que nous faisons nous montrent à des moments donnés qu'il y a des médicaments dans le sens réel chimique faux que nous retrouvons dans ces pharmacies. On les retire, ils sont sanctionnés, ils sont blâmés. Et même dans leur organisation, ils ont le chambre de sanctions qui s'occupe sérieusement de ce genre de cas-là lorsque ça arrive parce que le système est suivi, organisé et connu. Donc, les brebis galeuses ne manquent pas dans ce marché. Mieux, c'est que les enquêtes de ces derniers temps, on va y arriver, ça aussi, vous allez voir en action très grandement ouverte dans le pays. Nous soupçonnons très fortement des acteurs du métier, secteur pharmaceutique, qui rentrent dans le secteur informel. C'est-à-dire, font approvisionner sur Adjegoulet ou au retour eux-mêmes en amènent dans leur chose. Malheureusement, le pharmacien n'est pas là pour se défendre. Mais oui, bon. Mais ici, il allait vraiment accompagner ça et ils y travaillent sérieusement. Donc, nous avons maintenant l'organisation de l'ordre, vu qu'on a un tout petit peu réglé le problème de l'ordre. Et nous sommes fortement en train de travailler avec eux, tous les syndicats, et les prévenir sur les sanctions qui vont tomber. Ils doivent s'auto-évaluer et se préparer et nous donner les rapports, puis suivre les évaluations réelles de l'État à travers la direction de la pharmacie. Donc ces dispositions-là sont là, elles sont un peu muettes, mais nous allons les réveiller fortement. Et on a commencé d'ailleurs avec eux, ces genres d'organisations-là. Ce que je voulais ajouter, et si vous me le permettez, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde crie. On a tendance de dire, mais pourquoi on est allé arrêter les faux médicaments? Pourquoi est-ce qu'on a ramassé les faux médicaments d'Adjegoulet? Pourquoi on a emprisonné des gens? D'ailleurs, on viendra tout à l'heure. Donc, on va revenir, mais c'est pour dire simplement aux gens que les tests existent et le commerce des médicaments n'est pas un travail de tout le monde. Je viens d'expliquer ce que c'est que le médicament. En fait, c'est une substance qui est étudiée selon des conditions données
et qui est connu pour son activité selon un environnement de stockage et d'utilisation de données. C'est 7 ans pour faire cette étude. Très bien. Vous avez annoncé une série de mesures, vous allez peut-être en rajouter d'autres que le ministre entend mener. Et je vais demander à M. Gbagidi qu'est-ce qu'il a comme regard sur le dispositif de répression au niveau du Bénin. On dit comparaison n'est pas raison, mais quand j'ai lu, par exemple, en France, qu'il y a ce qu'on appelle un observatoire des médicaments, un service national de douane judiciaire, des directions régionales, une agence nationale de sécurité du médicament. Qu'est-ce que nous avons comme dispositif? Oui, je suis sûr que le directeur des pharmacies va revenir sur ça. Mais en principe, on doit avoir, à défaut d'avoir tout ça, il y a un minimum. Vous avez vu, il vient de parler de l'inspection. Pendant longtemps, on a dit, il n'y a pas que dans le secteur de la santé, les corps de contrôle, pendant des années, ne fonctionnent plus. Et je ne sais pas combien d'inspecteurs on peut identifier au niveau du ministère de la Santé aujourd'hui. Peut-être au niveau de la direction des pharmacies, je ne sais vraiment pas. Mais au niveau du ministère de la Santé, pour aller faire l'inspection au niveau des formations sanitaires, je ne sais pas combien il y en a aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a laissé chaque secteur se gérer comme il le veut. Ça fait dire en début décembre 2015, nous, particulièrement, nous avons participé à la relecture des directives des Nations Unies pour la protection des consommateurs. Donc déjà, à cette réunion où j'étais à Johannesburg, les gens m'ont interpellé. Ils ont eu vent de ce qu'effectivement, il y a tellement de faiblesses au niveau du Bénin, où il y a un marché connu par tous qui s'occupe de la vente des médicaments. Et dans cette directive, déjà, nous avions fait corriger un certain nombre de choses, puisque les médicaments qui sont devenus une grosse problématique aujourd'hui n'étaient pas des préoccupations vraiment très, très abordées au niveau de cette directive. Désormais, il a été demandé à chaque État de mettre en place les dispositifs, que ce soit au niveau de la production, que ce soit au niveau de la distribution, que ce soit au niveau du suivi des médicaments. Donc chaque État, comme vous l'avez dit, devrait pouvoir mettre en place ce dispositif. Mais il faut avouer que... Il n'existe pas au Bénin, moi, je n'en connais pas, à part l'inspection que la direction des pharmacies peut-être fait, à part le laboratoire de contrôle qui est le bras technique qui existe au niveau du ministère de la Santé, on ne voit pas l'action, effectivement, de cette structure-là sur la lutte contre les médicaments. Je vous dis, ce qui se passe est horrible. Il est horrible au point où vous pouvez, là où vous êtes, vous pouvez choisir de ne pas acheter les faux médicaments, mais on vous le fait consommer contre votre volonté parce que quand vous allez, je ne vous souhaite pas, vous échouez dans une formation sanitaire aujourd'hui et vous êtes dans l'inconscience. On doit vous faire les premiers soins. Avez-vous la possibilité de choisir la molécule qu'on va vous administrer du moins. Donc, ceux-là qui vont s'approvisionner, ils font consommer. Les 85% là, moi, je crois que c'est minoré. Hein, parce que ceux qui consomment ces médicaments de manière inconsciente, est-ce qu'ils sont dans ces chiffres-là? Qu'est-ce que vous appelez de manière inconsciente? Mais j'ai dit, vous tombez malade, vous allez à l'hôpital. Ah oui. Est-ce que vous pouvez attester de la qualité des premiers soins qu'on va vous faire? Si cette formation sanitaire va s'approvisionner dans le marché noir, ça veut dire que vous êtes aussi consommateur de faux médicaments. Est-ce qu'on a tenu compte de ça? Comment on va réussir à faire ce contrôle? C'est un problème. C'est pourquoi je vous dis, il faut que les corps d'un contrôle puissent travailler. Il faut qu'on descende pour que chaque formation sanitaire puisse sortir ces carnets de commandes et qu'on voit la traçabilité dans l'approvisionnement. C'est aussi ça. Parce que s'il sort son bordereau de commande, mais vous prenez les références, vous interrogez la caméra pour voir si c'est effectivement... Ils sont venus là. C'est pas compliqué. Si on veut effectivement réduire, je ne dis pas qu'on peut supprimer parce que quelles que soient les mesures que vous allez prendre, les tricheurs réfléchissent toujours, mais on peut réduire de manière considérable. Et je propose pour dire devant l'opinion publique, tous les directeurs de pharmacie qui sont passés, je vous avoue, nous consommateurs, on a été déçus. On dirait qu'il y a une complicité même entre ces directeurs et les faussaires dont on parle. De manière à ce que nous qui dénonçons, non pas lui, il vient d'arriver il n'y a pas longtemps et vous avez vu, non, c'est pas parce qu'il est Gbagidi, j'ai vu son engagement. Et c'est pourquoi je salue sa neutralité, parce que tous les autres qui sont passés, ils sont à 80% des pharmaciens. Donc c'est leurs collègues. Mais lui, il n'est pas un pharmacien tout cru, il est un chimiste. Donc il est un peu neutre dans cette affaire. Il est venu il n'y a pas longtemps. Je dis, on a tout fait pour les accompagner. Et quand même, quand vous avez des informations, c'est peut-être à la limite, c'est eux qui vous distraient. Donc c'est à croire que, bon, ils sont dans le réseau. Je ne le dis pas de manière formelle, mais on n'a pas été suivi. Si on nous avait écouté dans une certaine mesure, vous avez vu tous ces éléments que je viens de vous donner. On reversait au niveau du ministère de l'Enseignement, on commençait le contrôle, ça allait dissuader. Aujourd'hui, que ce soit dans la rue ou dans les formations sanitaires, on vend les faux médicaments comme on veut et sans crainte. Monsieur le directeur, ça veut dire qu'il n'y a pas de dispositif de répression en dehors des actions que mène le ministère tout seul? Non, je voulais saluer ce que le représentant des consommateurs vient de dire. Tout ce qu'il a dit est vrai. En réalité,
les tests qui créent les dispositifs existent, mais ne sont pas appliqués, comme opérationnels, comme tout autre test dans le pays d'ailleurs. Vous savez, le Bénin, c'est beaucoup d'hypocrisie, hein, donc beaucoup de... Mais ça signifie en clair que nous n'avons pas un dispositif. On n'a pas un dispositif, mais le ministère de la Santé se bat tout seul. Je vais vous dire que depuis que nous sommes arrivés... Qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui bloque la création, la mise sur pied de ce dispositif? Oui, qu'est-ce qui embête, c'est complexe. Ne me dites pas de vous définir tout cela. C'est du mercantilisme, c'est de l'arrachage du monopole. Vous savez, si vous vous êtes approché un peu des difficultés que les bureaux qu'on a eu pendant 1 an ou 2 de l'ordre ont eu, c'est des questions de personnes, de mercantilisme, donc de chiffre d'affaires. Il n'y a pas de professionnalisme vrai, au fond des faits, dans ce qui se passe. Donc, en fait, vous voyez ce qui se passe dans le secteur, et je vous le promets, on ne va pas peut-être régler tout ce qu'il a dit là à 100%, mais je vous promets, vous en aurez dans les 1 an, 2 ans là, la réduction jusqu'au moins jusqu'à 60%. L'inspection dont il parle, en fait, la direction a un autre problème, c'est la question d'effectifs. La direction des pharmacies fonctionne aujourd'hui avec fonctionnaires permanents pharmaciens que 3. Les 4 autres sont recrutés sur fonds propres de la direction. C'est déjà une limite à l'application des tests réglementaires que nous avons. Il est exigé que chaque pharmacie soit inspectée minimum 2 fois par an. Et il est fait obligation que chaque pharmacie fasse l'auto-évaluation avec leur organisation propre et nous rendre compte sinon ils sont sanctionnés. Mais nous n'avons pas le personnel. C'est le même personnel qui va s'occuper de l'approvisionnement. Je viens de vous dire à peine 7. Évidemment, il faut recruter du personnel, c'est ça? Il faut une question de recrutement de personnel. Nous avons fait tous ces points-là au gouvernement et nous avons une association, un soutien maintenant permanent des partenaires techniques financiers comme le SAID, un certain nombre qui sont des fils de regroupement pour combler ces genres de vides-là. Et c'est ça que je vous disais, j'allais vous citer parce que l'action lutte contre faux médicaments est suffisamment complexe. Et il faut savoir par où tenir, qu'est-ce qu'il faut faire pour le rendre visible et avancer. Donc, il faut d'abord combler au personnel pour les faire les actions qu'il faut dans le sens afin de voir quelles sont les brebis galeuses et les sévir. Ce que nous avons fait jusque-là, c'est de faire des petites études et voir où est-ce qu'il existe des failles. Il y a des difficultés, certes, qu'on peut noter au niveau des officines officielles parce qu'il y a des brebis galeuses, mais cela reste encore professionnel parce qu'ils savent qu'ils sont en train de faire une profession et ils font le minimum qu'il faut pour pouvoir les garder. Il a abordé un problème que je... Oui, allez-y. Oui, il a abordé. Oui, une question qui me paraît essentielle. Quand je vais à la pharmacie ou je suis à l'hôpital, on me donne un médicament. Comment je fais pour m'assurer? Est-ce qu'il y a une structure qui nous permet de contrôler, de savoir que ce paracétamol que j'ai là, c'est le bon, c'est le vrai? La structure ne va pas... C'est pas de l'amidon. La structure ne va pas contrôler quand vous allez, mais je viens de vous dire, au début de chaque année, milieu d'année, fin d'année, il y a un contrôle. Oui, il se fait comment? Il se fait comment? C'est une expression de la direction, avec la direction de contrôle de qualité, pour aller voir est-ce que cette pharmacie, à partir des documents que nous avons de son stock, est-ce que le stock qu'il garde là est réellement ce qu'il faut? Donc il y a un contrôle visuel. Et jusque-là, quel est le constat que vous avez fait? Toutes les pharmacies... Le constat que nous avons fait, c'est que toutes les pharmacies ne respectent pas la loi. Il y a des pharmacies qui nous vendent... qui vendent des choses de rue, enfin, supposées qui ne sont pas vraies. Mais ils sont sanctionnés, on les retire. C'est que la sanction, le contrôle n'est pas... la sanction, le contrôle ne sont pas... c'est donc... Lorsque on retrouve, d'abord on retire ces marchandises, vous avez des pénalités que vous payez, vous avez des mises en garde, ils ont eux-mêmes à leur niveau la chambre de discipline, donc qui inflige certaines sanctions à ce niveau, voire jusqu'à supprimer votre chiffre d'affaires. Mais il faut avouer qu'il ne faut pas aussi faire beaucoup de choses là. Ce sont avant tout des professionnels qui savent quels sont les problèmes qu'ils ont, mais ces derniers temps, avec l'asphyxie que constitue le marché parallèle, a poussé certains à tenter un certain nombre de choses que nous sommes en train de régler, mais au-delà de tout, c'est qu'ils sont des professionnels. Mais la vraie question qu'il faut poser, le vrai problème qui existe, c'est que lorsque vous arrivez dans les officines, vu les problèmes qui sont là maintenant, soit le médicament n'existe pas,
ou bien vous n'avez pas clairement le rayon générique qui est à moins coût? Parce que la question tourne autour de ça. C'est la question que j'allais poser à monsieur le défenseur de la population. Peut-être qu'on reviendra au professeur. Le vrai sujet qui est au centre de ce débat ce soir, c'est ça, la disponibilité du bon produit à moindre coût. Est-ce que, aujourd'hui, quel est le constat que vous avez fait? Non, il faut avouer que si... Nous n'avons pas de pharmacie à Koufo-Pisiga, je ne sais quel je autre crois point. que le problème de disponibilité se pose. Le problème d'accessibilité est déjà réglé depuis des années, où déjà l'OMS... Oui, accessibilité. Oui, l'OMS, bon, ça veut dire que à des coûts abordables à travers les génériques, où l'OMS a recommandé à tous les États, et c'est ça qui a donné la naissance même à la centrale d'achat, qui fait la promotion surtout des génériques. Donc, en principe, l'officine, vous allez dans une officine, vous devez avoir le produit que moi j'appelle médicaments modernes, je parle des spécialisés, qui coûtent cher, puisque le constat a été fait que les médicaments modernes coûtaient très cher, où il fallait aller effectivement au générique. Donc, vous devez avoir les deux. Celui qui amène son ordonnance, et vous lui faites le point, et il n'a pas la possibilité d'honorer, il y a l'autre alternative que vous lui proposez. Mais je comprends que peut-être la marge bénéficiaire au niveau des génériques ne sont pas les mêmes qu'au niveau des spécialités. Donc, c'est une activité purement commerciale, donc les pharmaciens, au-delà de la conscience professionnelle qu'on peut leur accorder, ils ne sont pas des philanthropes, donc c'est des commerçants. Donc, ils veulent toujours tirer le drap du bon côté. Donc, si au niveau de l'inspection, comme le professeur l'a dit, on doit pouvoir observer les rayons génériques, si ces rayons sont vides, on doit pouvoir interpeller ces pharmaciens. Mais la loi, la réglementation a prévu quelque chose de très général où ils n'ont pas appliqué jusque-là. Les mini-dépôts qui seront sous la supervision, effectivement, des pharmaciens. Ça aurait pu être une alternative. Et là, je profite pour interpeller les différents maires. Voilà, on dit que, bon, il n'y a pas d'emploi, nos zones n'ont pas de pharmacie. Vous n'avez pas besoin d'avoir une pharmacie très moderne. Si le maire qui constate que dans sa communauté, avec la problématique des faux médicaments qui se pose aujourd'hui, mais il suscite l'installation d'un dépôt qui serait sur la supervision d'un pharmacien. Parce que quand vous voyez, vous avez des génériques bien conditionnés et à un coût très abordable. Donc, il suffit que l'État aussi active un peu plus les acteurs. Est-ce que les mairies ont les moyens d'assurer justement... Ce n'est pas eux, non. Il ne revient pas à une mairie d'ouvrir des officines. Mais il n'y a aucun fils dans un coin. Là, vous allez trouver quelqu'un qui a soit dit les pharmaciens, ou bien il n'a même pas besoin de faire. Il faut susciter effectivement la création de dépôts. Puisque les pharmaciens disent, mais si nous devons installer une pharmacie moderne, en matière d'infrastructure, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas un certain nombre de paramètres aussi. Je comprends que même s'ils ont la volonté, à part le marché, il y a aussi, du point de vue, effectivement, la viabilisation des coins qui ne leur permet pas, effectivement, de créer. Mais on peut aller vers les dépôts où le consommateur saura qu'il y a un dépôt qui est à côté, ou dans lequel il peut trouver la plaquette de paracétamol à 100 francs, comme il avait l'habitude de trouver dans les marchés, mais des produits qui sont sécurisés et qui sont sous le regard des structures de contrôle comme la DPMED à travers l'inspection. Donc, c'est des dynamiques, des approches qu'on doit développer. Sinon, vous allez, les pharmaciens, d'abord, vous n'avez pas la chance d'avoir toujours les pharmaciens qui sont des gardes. Aujourd'hui, ils font l'effort d'en avoir maintenant. Sinon, normalement, vous allez dans l'officine, il doit y avoir un pharmacien qui peut vous conseiller. Mais si c'est les collaboratrices qui ne maîtrisent pas trop le système, elles vous alignent le prix, ou vous achetez ou vous n'achetez pas. Mais quand le type sort, on lui donne que c'est 10 000, il sort de là, quelqu'un lui dit, mais non, tu es allé là-bas, je t'indique un coin, déjà avec 5 000, avec 4 000, tu pourras t'approvisionner. Donc c'est en cela que je dis, c'est une politique globale, et l'État ne doit pas s'arrêter seulement à la répression, mais on enchaîne en même temps avec les autres mesures. Si on ne le fait pas, les consommateurs vont percevoir là un peu comme une sanction. Ils ne vont pas adhérer parce qu'ils n'auront pas une autre alternative. Donc, c'est un mouvement d'ensemble qui doit être mené. Donc, il va falloir que... Je sais que la direction ou bien le ministère ne dira pas, ne va décliner son programme pour qu'il n'y ait pas de fuite. Mais en matière d'action, de sensibilisation et d'accompagnement, ils ont l'obligation d'associer les partenaires sociaux que nous sommes. Votre regard sur cette approche, comment faire pour que dans nos localités, on ait le médicament à moindre coût disponible? C'est pas le regard, je vais vous dire, comme j'ai dit tout à l'heure, il aide déjà à dire tout ce qu'il faut dire. Ce qu'il dit, c'est les nouvelles dispositions qui sont en train d'être faites. Ah. C'est ça, je vous disais au départ que la lutte contre les choses là, c'est toute une série de choses et que cela ne s'arrête pas seulement à ce que vous avez vu là, ce n'est qu'une partie en réalité. Les dispositions sont prises aujourd'hui que nous passions, nous sommes autour de 179 dépôts
de dépôts pharmaceutiques. 179 dépôts pharmaceutiques. Parce qu'il faut faire la différence avec ce qu'on appelle dépôts répartiteurs des zones sanitaires, qui sont des émanations de la centrale d'achat de médicaments essentiels. Aujourd'hui, il y en a dans toutes les zones non sanitaires. Nous sommes en train de voir comment créer les tandems vers ces dépôts pharmaceutiques, parce que vous savez, de la qualité d'avoir pharmacie ou dépôt, c'est une question de propriété privée. Associé seulement à cela, le professionnalisme que nous sommes en train de débattre, que nous demandons à avoir. Alors, quand vous regardez un peu la situation comme ça, c'est qu'il faut, nous sommes en train maintenant de travailler pour accompagner les pharmaciens. Le test qui existe, comme il a dit, ne permet pas à un pharmacien d'avoir deux dépôts, ne permet pas à un individu d'avoir deux dépôts. Or, vu qu'on n'a pas beaucoup de nombre de professionnels, nous sommes en train de voir comment revoir les tests pour que des pharmaciens puissent, à partir du centre-ville, avoir les dépôts obligatoires dans les arrondissements pour les permettre de rendre les médicaments proches des gens. Je viens de dire, et il a dit tout à l'heure, que les dispositions sont prises, vous allez voir dans les semaines à venir, que chaque pharmacien rentre clair les rayons génériques dans comment on appelle-t-on, dans les officines. L'État ne s'est pas arrêté là. L'État est en train de prendre, et ça va finir dans 2 semaines, voir clair sur le circuit d'approvisionnement de ces génériques. Aujourd'hui, il faut que la CAME voyage un peu partout. L'État est en train de travailler avec les firmes pharmaceutiques pour que soient disponibles au Bénin des entités de production de ces génériques-là, urgents pour l'utilisation, et contrôler réellement le prix de façon qu'on ait et la qualité et le bon prix pour la population et partout sur le territoire. Cette disposition-là, on l'a savamment étudiée entre septembre et février avant de faire les actions. Autre chose, nous sommes en train de nous organiser, d'ailleurs l'ORTB et les presses sur place, pour voir comment faire la communication et la sensibilisation par rapport à la population. Les expliquer avec exemple à l'appui qu'en réalité, ils paient beaucoup plus en allant dans le marché noir qui n'est pas contrôlé, qui n'est pas suivi, croyant qu'il achète quelque chose de 100 francs au lieu de le payer à 200 francs, alors que la maladie que cela engendre est au million, peut-être la mort, souvent la mort. Donc, ces sensibilisations, il faut le faire beaucoup. Je viens de vous dire, il y a un plan d'action quinquennal, que je pourrais vous laisser copie tout à l'heure avant d'aller, sur la lutte contre les faux médicaments, qui prend en compte tout ce qui est amardage juridique, tout ce qui est aspect social, comme on est en train de dire. C'est bon de nous donner quelques grands axes. Les axes, c'est ça que je vous dis. Donc, c'est autour de la juridique, essayer de rendre clairs les tests et aux populations pour dire à quoi ils doivent s'en tenir s'ils vont dans tel ou tel sens. Donc, on le fait avec le ministère de la Justice. Et donc, en parenthèse, je vais vous dire, cette lutte n'est pas faite seulement par le ministère de la Santé, c'est un comité interministériel permanent de discussion, ministère de la Santé, donc pour ce qui est professionnel, question de santé, ministère de l'Intérieur pour ce qui est de la sécurité, ministère de Commerce parce que c'est un acte commercial, ministère de la décentralisation évidemment parce qu'il s'agit de la population, puis ministère des Finances parce que la douane dans la répression, il y a la police, la gendarmerie et la douane. Et donc, c'est tout ce comité, permettez-moi d'aller un peu en chose là, parce que c'est tout ce comité-là qui a été organisé pour prendre les actions et chacun est tenu de faire sa part pour que ce qui manque, qui profite, que ce marché-là existe. Par exemple, je vais vous donner, ce que vous avez vu, c'est la répression. C'est le ministère de l'Intérieur. Le ministère du Commerce, des Finances, on n'a pas vu la douane. Il a accordé simplement, donc, entre le moment, donc, dans les 6 derniers mois que nous sommes là, nous sommes autour de 65 tonnes comme ça qu'on a arraché de faux médicaments, en tout cas qui n'est pas dans le secteur illicite, parce que avant que vous n'exportez ou importez de médicaments, vous devez prendre une autorisation chez nous, à la direction. Mais ces médicaments, ils viennent d'où? J'ai lu en France. Ces médicaments arrivent de partout. Parce qu'en France, on a dit leur provenance, c'est l'Asie. Non, bon, l'Inde, la Chine. Il ne faut pas aussi qu'on regarde beaucoup les journaux passionnés, parce que vous savez, nous sommes dans un secteur commercial. Oui, ces produits viennent. Ça vient de partout. Partout, c'est-à-dire. Ça peut venir même de la France. Ça peut venir de partout. Je ne suis pas vous savez, chaque pays, donc chaque lobby tire le drap vers lui. Ça vient de l'Inde, de la Chine, de partout. Parce que regardez, au Nigeria, à côté, au Ghana, on a ce qu'on appelle les drogues conciles. Le Ghana est. Qu'est-ce que c'est les drogues conciles? Les drogues conciles,
c'est des magasins comme ça de médicaments qui ne sont pas des médicaments prescrits fortement qu'on peut prendre paracétamol et aspirine, des gens qui ont des formations bien tenues par un système de contrôle qui peuvent avoir des baraques de vente de médicaments partout. Et des films qui livrent dans ce secteur-là, livrent pour des gens qui arrivent au Bénin. Le Bénin est dans un système presque français qui contrôle du début jusqu'à la fin par un professionnel tout ce qui est médicaments. Nous sommes entourés par un système où c'est très facile d'aller au Nigeria, aller chercher des médicaments et d'arriver. Il y a des films qui sont installés là-bas. Quand je vous dis qu'on a arrêté les films à Ilakodi, on a arrêté des médicaments, ces médicaments-là provenaient des films connus, bien installés dans l'ordre là-bas, mais vendent à des gens qui vont dans Dantokpa. Ce que je vous dis, c'est qu'avant que le médicament n'arrive, je le répète, dans le système béninois, il doit avoir un ordre, une autorisation d'entrer sur le territoire. Si vous ne faites pas l'autorisation, du coup, vous êtes comme quelqu'un frauduleux, donc voulant profiter de ce marché parallèle et entrer dedans, et du coup, nous ne permettons pas de le faire. Monsieur Baguedi, quand j'écoute le directeur, je me pose une question. Est-ce que ce que nous appelons aujourd'hui la guerre contre les faux médicaments, est-ce que ce n'est pas la partie visible d'une guerre entre peut-être des lobbies ou des laboratoires? Non, mais tout à fait. C'est comme on appelle, moi j'appelle même la grosse mafia. Et c'est pourquoi quand vous entendez les gens se disent mais non, nous attendons, est-ce que le gouvernement peut réussir? Ça, bon, ils vont le faire, ils seront fatigués. Parce qu'ils ont plusieurs tours dans leur poche. Mais il faut jouer, c'est pourquoi il faut inverser la tendance et influencer le consommateur que nous sommes. En mettant en place tout ce dispositif dont il vient de parler. Il y a un comportement aussi qui nous prédispose, nous consommateurs, à la consommation effectivement de ces produits. Il faut avouer que le budget de santé coûte énormément cher au Bénin. Quand vous faites le point, c'est à la limite insupportable. Et c'est pourquoi le problème d'accessibilité se pose. Parce que les gens y vont, à cause de cette pratique, l'automédication, où quand quelqu'un a un petit bobo, c'est lui-même qui se prescrit le médicament, ou bien c'est quelqu'un qui lui indique une molécule qu'il va chercher. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors pour arrêter ce phénomène? C'est en cela, je veux que très tôt le gouvernement, qui a déjà amorcé une réforme par rapport au RAMU, puisse finaliser. Parce que si je suis sûr, quand on va malade, je peux aller facilement à l'hôpital. On va me faire une prescription. Je peux amener mon ordonnance. On va me servir les médicaments facilement. Vous voyez que ce réflexe-là, de se prendre en charge, peut diminuer. Donc, si le consommateur se sent accompagné par un système de gens, ça va réduire de manière considérable. Les gens auront ce réflexe-là d'aller facilement à l'hôpital et ils auront ce réflexe d'aller se faire servir plutôt que d'aller acheter des molécules. Donc, nous pouvons effectivement mettre en place un dispositif pour contenir ces mafieux, mais il faut entretenir le consommateur. C'est en cela, je note souvent des faiblesses dans ces différents comités qui se forment au niveau des ministères. Vous entendez les comités interministériels, mais c'est toujours les mêmes acteurs qui ont échoué depuis des années. Mais mettez ceux-là qui sont avec la communauté et qui sont dans cette lutte permanente. Nous, on a souvent mené des actions de sensibilisation à 0 francs. Vous m'inspirez une question depuis 2009 où le président Chirac est venu lancer l'appel de Cotonou. Qu'est-ce qui a été fait en dehors de cet éclat que nous sommes en train d'évoquer? Qu'est-ce qui a été fait depuis 2009? Justement, et nous on a dit, mais ça là, Chirac va partir, excusez-moi, le président Chirac va partir, et ça va s'arrêter là. Parce que je n'ai pas noté, effectivement, une action planifiée. Lui dit qu'il est dans un plan quinquennal. Justement, c'est justement après le départ du président, on doit pouvoir avoir déjà un plan d'action qui puisse nous dire, mais d'ici un certain nombre d'années, voilà ce à quoi on peut s'attendre. On n'avait rien, l'autre est venu, il a mené son activité, il est parti, et les pratiques ont continué. Et c'est, comme je vous l'ai dit, c'est juste après ça qu'on est resté dans cette guerre inutile qui m'a fait beaucoup pitié entre les différents acteurs qui ont laissé les problèmes majeurs qui concernent les populations. Ou ça, je ne sais pas si c'est les mêmes mafieux qui les ont distraits et ils ont profité pour inonder davantage le marché de faux médicaments. S'il est compliqué de combattre ce qui pourrait apparaître simple, comment combattre le plus complexe? Le plus complexe, c'est quoi, de mon point de vue? C'est ce que certains appellent la pharmacie en ligne, les réseaux Internet où on peut vendre des médicaments. Est-ce que ce n'est pas plus compliqué? Et comment le Bénin vit ça? Il n'y a pas grand-chose au Bénin parce que les commerces sur Internet, il faut avoir des structures qui puissent livrer. Il n'y a pas encore ça au Bénin. Donc, dans les Occidentaux, on est moins épargné de ça. On n'est pas épargné puisque comme nous, on fait toujours ce que les autres ont fini de faire. Quand ils vont finir maintenant, ça évolue. Il faut que ça évolue bien là-bas, puis ça arrive dans les... Mais je ne pense pas
que ça prenne vraiment d'évolution au Bénin. Vous avez voulu répondre à une question, je vous ai coupé bien au début de notre débat. Les personnes arrêtées, les médicaments, les 80 tonnes, qu'est-ce qu'on en a fait? Les personnes, donc, parce que, comme vous l'avez dit, dans la grogne, j'entends beaucoup de gens disent « libérez nos mamans », etc. Bon. J'entends ça. Ces personnes sont devenues l'activité du 24 février est en 3 phases. La première étape, c'est la sensibilisation que nous avons faite. On a même parlé à travers l'ORTB, où on a dit aux gens, moi je suis passé plusieurs fois, dit, je vous implore, arrêtez, on va vous arrêter. Parce que maintenant qu'elles sont arrêtées. Non, je vais vous dire, donc on a fait cette sensibilisation, allez-y bien, vous allez comprendre. Puis après, l'action est arrivée, après l'action, c'est la justice. Ah. Moi, je ne suis pas à même de vous dire, parce que les tests disent quelles sont les sanctions dans ces cas-là. Moi, j'écoute la grogne matinale, on dit, voilà, les pauvres mamans qui vendent, il faut les libérer. Les grognes, on les écoute tout le temps. Et il y avait eu des grognes matinales aussi avant. Maintenant, les médicaments, c'est détruit. Non, on attend la justice avant de détruire les médicaments comme il le faut. Et les médicaments sont sous haute surveillance par le ministère de l'Intérieur. C'est là, je vais vous dire, vous savez, la grogne a dit, la grogne a fait. Dans ces méli-mélo, comme l'a dit le consommateur, il y a le réel qu'un peuple ou un État doit faire pour ses administrés. Et c'est ça que l'État est en train de faire. Moi, avant le 24, j'ai reçu, on a écouté aussi des grognes pour dire que les faux médicaments tuent, pardon, le ministère ne fait rien, cette direction est nulle, elle fait ceci. Mais après le 24, j'ai aussi écouté pour dire, ah non, nos mamans, ce que vous êtes en train de dire là, c'est 109 personnes sur 10 millions d'habitants à peu près que nous sommes. Où est le problème? Moi, je ne vois pas. S'ils sont sous le coup de la loi, on les arrête. Exactement comme on le fait, et ils vont subir les sanctions. Avant ces 109 personnes-là, il y avait une dame à Goudomé. Dès que moi je suis arrivé, juste pour dire aux gens que ça va être chaud à arrêter, qu'on est allé arrêter chez elle parce qu'elle prescrit des médicaments, on envoie des gens, l'automédication comme il le dit, donc tu as les maux de tête, tu vas voir. Je vous dis, hein, il faut que, et je parle au peuple béninois, il faut que nous essayions de mesurer jusqu'à quel point c'est dangereux cette affaire. Parce que ces vendeurs illicites-là, ils ne se sont pas permis seulement le droit de vendre illicitement des médicaments, mais ils se sont permis le droit aussi d'être médecins et de prescrire à des gens. C'est marrant. Si là où vous êtes, je ne sais pas quel est votre état de santé, ce qu'on ne sait pas toujours, un paracétamol qu'un médecin vous reçoit en état d'hypertendu et diabétique n'est pas le même qu'on va chercher. Les Ferragans qu'on prend pour tout le monde, ce n'est pas ça qu'on donne à quelqu'un qui a le diabète. Donc vous voyez quelle est la complexité même de l'administration, bien de la prescription, bien de donner des médicaments à un individu, et que des gens, des profanes comme ça se lèvent pour les proposer à n'importe qui comment il faut voir la gravité. C'est une question de santé publique. Laissez-moi terminer. En question de santé publique, le responsable qui doit légiférer, qui doit prendre les dispositions, c'est l'État. Et il ne fait que ça. Donc par rapport aux gens qu'on a arrêtés là, dont vous entendez, ils sont à la justice et bientôt vous allez entendre. Oui, vous me faites penser aussi on en a parlé au début, hein, ces messieurs qui passent sur les télévisions, je n'ose pas citer les télévisions, mais on les voit, qui disent, ils portent les perles, ils disent, je soigne 50 maladies, je soigne le diabète avec telle racine. D'abord, est-ce que c'est légal ça? Je dénonce avec gravité, c'est illégal, et je dénonce même la complicité de la presse. Oui. Et le code de la communication, je sais que c'est en relecture, mais les journalistes ne savent pas qu'ils vont répondre aussi de ça. Le jour où quelqu'un va prendre l'un de ces produits, et il va tomber malade, il va mourir, il va porter plainte, le journaliste qui s'est permis de faire passer ce communiqué, je vois des gens qui disent ils ont une pharmacie traditionnelle, vous devez vous ils soignent beaucoup de choses, et ils passent sur des chaînes de télévision. Vous devez vous assurer de l'authenticité de ce produit avant d'autoriser, de recevoir le monsieur sur votre plateau. Donc vous êtes aussi complice en tant que journaliste. Et moi, par rapport à cette situation qui est arrivée, ceux qui m'appellent, pas moi pour dire, monsieur Bagdi, vraiment ce que vous faites c'est bon, vous nous aidez. Mais nous avons toujours fait des combats, des luttes dans ce secteur des faux médicaments. Mais je n'ai pas compris que les mêmes acteurs aujourd'hui s'étonnent de ce qu'on ait pu arrêter des gens. Et les mêmes vous disent, nous sommes dans un état de droit. Devant deux situations, ils disent, nous sommes dans un état de droit. Mais le même droit est en train d'être appliqué à des indélicats. Et on estime que le gouvernement a mal fait. Non, je crois que quand ils seront devant le juge, s'ils sont à un niveau de complicité
on pourra leur appliquer effectivement ce qui correspond à ce niveau de complicité. Donc c'est illégal ceux qui passent sur nos chaînes pour dire... Ceux-là qui viennent dire, mais vous savez mieux que moi, et la HAC avait pris déjà une réglementation vous voulez dire un mot là-dessus. Je veux dire, moi, il faut qu'on essaye un peu, bon, je sais que le temps me presse, mais rapidement, je veux dire, ce qu'on appelle médicaments à base de plantes, ou bien des gens qui arrivent avec des pelles, il faut le regarder en deux sens. Si la personne fait des soins spirituels, ça, ce n'est pas de la matière. Ce n'est pas encore vraiment du domaine de ce que nous faisons. Si la personne fait de la matière et commence par arriver à la télé, dès qu'il arrive à la télé, il s'agit de la masse populaire. Il est en train de dire quelque chose à une population naïve qui ne connaît pas, dont il se fait passer du connaisseur du domaine. Si ce n'est pas suffisamment étudié dans le système de santé publique, il se pose un problème grave de déontologie. Et donc, ces individus-là, et généralement, vous savez, nous n'avons pas des éléments pour contrôler jusqu'à fond ce qu'ils font. Mais cela n'occulte pas que les potions qu'ils ont sont des potions qui ont des activités, et généralement, ils vous disent c'est ces maladies que ça guérit. C'est vrai, mais ça ne guérit pas que ces maladies, ça fait d'autres choses, et ces choses-là peuvent être les conséquences néfastes de la population. Donc ils ne devraient pas le faire. Dans ça, je vais vous dire simplement que le gouvernement a pris une décision, même un décret, de créer un laboratoire de référence de contrôle de qualité des médicaments à base de plantes, qui a commencé déjà par s'installer, qui permettra alors à l'organisation, le programme de plantes médicinales et autres, là, d'activer ces tradipraticiens aujourd'hui, qui sont autour de 5000 au Bénin, d'aller faire contrôler ces médicaments-là au niveau de ce laboratoire pour avoir l'autorisation, parce que ce qu'il ne faut pas nier, c'est que dans ces produits-là, il y en a qui peuvent être efficaces, mais la question d'efficacité d'un médicament, c'est toujours la dose, la quantité que vous donnez aux gens. On est presque à la fin, j'aimerais quand même vous entendre avant qu'on quitte ce plateau, sur des réseaux très organisés, certains disent qu'ils sont rentables. Je ne sais pas s'il va attraper un procès en citant un nom, Forever, il y en a d'autres, tiens, si, je ne sais plus comment ça se prononce. C'est des réseaux avec des intellectuels qui vendent des produits. Comment vous regardez ça? Je ne voulais même pas attendre poser la question pour vous dire que c'est illégal. Et que tous ces gens sont... Ils s'exposent. Ils sont dans l'œil du cyclone par rapport à ces actions. C'est quand même des gens organisés. Je profite de l'occasion de le dire que l'étude d'observation avec les personnes indiquées sont déjà faites, on connaît ces réseaux et les acteurs au Bénin. Et je profite ici de leur dire qu'ils sont dans l'œil de ces clowns. Il ne faut pas qu'après qu'on revienne encore dans des grogne pour dire que bon, pourquoi on a pris ceci. Ils n'ont pas le droit. Je viens de vous dire que le Bénin, dans ses tests et sa constitution, dit que avant que substance dénommée non médicament. C'est des produits qui viennent des États-Unis. C'est ça que je veux vous dire. Si je termine la phrase, peut-être que vous allez permettre à la population de bien écouter, de se préparer. Oui. Quand vous avez une substance dite médicament pour arriver au Bénin, pour usage aux humains, vous êtes obligé d'avoir une autorisation d'importation. D'abord une autorisation de reconnaissance par le Bénin, c'est d'avoir ce qu'on appelle l'AMM, autorisation de mise sur marché. Puis après cela, vous êtes contrôlé dans ces médicaments. Ces circuits-là sont des circuits illégaux et les acteurs sont punissables. On va faire un dernier tour de table parce qu'on a épuisé notre temps. Monsieur Gbalidi, représentant les consommateurs, qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui pour réussir le vrai combat contre les faux médicaments? Non, le vrai combat, ça dit qu'il faut mettre une bonne dose de sensibilisation parce qu'il faut toucher les vrais acteurs, que sont les consommateurs. Il faut déployer effectivement les dépôts, comme on l'a dit, sur le marché. Il faut tout de suite aller auditer les formations sanitaires. Il faut faire fermer ceux-là qui sont illégalement installés. Il faut activer le RAMU rapidement pour que les gens puissent avoir accès aux soins à des coûts très réduits. Il faut étouffer aussi, en plus des faux malades, ces réseaux dont vous parlez là, qui n'ont aucun certificat d'authentification, aucun certificat d'analyse, et qui, en plus de ce qui nous intoxique, qui nous anarquent autour des pratiques que vous observez. Donc, je suis heureux que ce matin, cette question soit abordée, parce que les gens peuvent contourner, effectivement, rapidement, ce qu'on est en train de dénoncer pour continuer d'exposer les populations. Donc, je souhaiterais que ce qui a été déclenché au niveau du ministère ne soit quand même pas un discours, comme on l'a toujours connu. Nous voulons rester dans l'effectivité. Il faut que tous les acteurs soient impliqués, la presse, la société civile et les professionnels de la santé. Il faut qu'ils nous aident effectivement à réussir pour une fois cette lutte-là.
Monsieur Merci, Baguidi, c'est vous Mara. Je avez pense le que dernier je mot. ne veux pas vous remercier assez parce que moi, je ne suis pas passé ici beaucoup parler avec vous, mais nous sommes à un moment, un carrefour où il faut dire un certain nombre de choses, clairement. Je voulais demander aux populations consommateurs que un médicament dans un marché illicite, ce n'est pas bien pour eux pour question de santé. Je voulais dire aux acteurs de ces marchés illicites que la loi l'interdit et qu'ils seront poursuivis. Je voulais dire et apaiser la population que nous ne nous sommes pas jetés à arrêter les faux médicaments comme ça, mais dans notre programme de lutte contre les faux médicaments, les dispositions sont prises. Les dispositions de rendre accessible à moins coût sont prises, par des effets, comme je viens de le dire, avoir des dépôts proches d'eux et même avoir une cartographie bientôt qui sera sur tous les portables, ceux qui peuvent l'avoir, de dire je suis à l'ORTB.x, quel est le dépôt ou pharmacie proche où je peux avoir du générique. On va même évoluer jusqu'à certains génériques beaucoup utilisés et essayer de les catégoriser par rapport à ces dépôts-là. Nous sommes vraiment en action sur les génériques avec la CAME, permettre à la CAME d'avoir beaucoup plus de ces génériques et avoir plus de dépôts répartiteurs au niveau de ces centres de santé et faire le travail. Et avec le ministère de la Santé, aller maintenant au contrôle réel de ces cabinets-là, un certain nombre de choses qui existent sur le terrain. Et je voulais aussi ajouter que l'État a pris des dispositions de se faire les génériques ici au Bénin, avoir l'œil là-dessus, peut-être voir des conditions de subvention pour que ça soit moins cher, réellement moins cher pour la population. Merci. Nous sommes au terme de notre émission consacrée aux faux médicaments suite à la traque du 24 février. Qu'est-ce qui va se faire après? Vous avez écouté mes invités, le professeur Baguidi, le directeur des pharmacies et du médicament et des explorations diagnostiques. L'autre Baguidi, Ernest Baguidi, le représentant des consommateurs. Nous attendions, malheureusement, il n'est pas venu. Henri Charles Aïnadou, je vais y arriver, le président de l'Ordre des pharmacies. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Bonsoir chez vous.